Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation, calfeutrage, Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Épisode du 24 juillet, 18h33 minutes. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise! Goal! Francis! Case! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, toujours pour commencer le premier segment de la soirée, le segment coup franc, où on parle de l'actualité soccer à l'international en compagnie de Bruce Lubin et Nicolas Zotta. Les gars, comment allez-vous? Bien, merci. Toi, Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Toujours une voix calme et paisible, ce Nicolas. Les gars, Oui. sans plus tarder, 18h34 minutes. On a encore une fois du pain sur la planche. On va tenter de respecter les délais. Alors, je vous donne le champ libre. Juste avant, là, je vous mets l'image à l'effigie là, de notre segment. Et les gars, c'est parti, c'est à vous. Il n'y a pas de souci. Donc, Nicolas, on peut commencer avec la MLS, si tu veux bien. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Donc, la semaine la semaine qui vient de passer, on a eu 2 journées de MLS. Donc, on va commencer par la journée du 17, celle qui vient de passer, la journée qui avait le podcast, mercredi. Donc, il y a Philadelphie qui bat 5-1, l'Inter Miami qui bat Toronto 3-1. Ensuite, Cincinnati qui perd à Chicago 1-0. Columbus et Charlotte qui fait un match nul. Atlanta, New York City FC 2-2. Orlando 3-0. Minnesota contre DC 3-2 pour DC. Par la suite, le derby, le fameux derby texan a vu Austin s'incliner 3-1 contre Dallas. Ensuite, Vancouver, Kansas, ça s'est terminé 2-1. Seattle, Saint-Louis 2-0. San Jose, Houston, 1-0 pour Houston. LA Galaxy, Colorado, 3-2 pour LA Galaxy. J'ai omis un match, j'ai omis le match Red Bull contre CF Montréal qui s'est fini à la marque de 2-2. Je sais pas si tu veux qu'on parle tout de suite de ce match-là ou est-ce qu'on fait ça un peu plus tard, Marco, c'est comme tu veux. Bon, si on est dans la MLS, autant y aller dans l'immédiat. Parfait, ben y a pas de problème. Donc, ce fameux match assez pluvieux du CF Montréal contre le New York City Red Bull au New Jersey. Donc, ça a commencé par un but de Wikel Carmona à la 18e. Après, Joseph Martinez a marqué 2 buts à la 67e et la 81e. Puis après, le deuxième but de Red Bull, c'était un but de Mathieu Choiner contre son camp à la 75e minute. Donc, j'ai 3 points pour parler de cette rencontre-là du CF Montréal. Donc, mon point numéro 1, c'est Montréal vit et meurt avec les coups de pied arrêtés. Donc, on a 2 buts de Joseph Martinez avec un coup franc et un penalty. Mais sauf qu'on a aussi un but contre son camp de Mathieu Choinière. Mon deuxième point, c'est que Montréal veut partir de l'arrière, mais ça marche pas. On voit au premier but de Wickelman Carmona. C'était une occasion qui a commencé par en arrière, mais qui a été stoppée directement par les Red Bulls qui ont profité d'une contre-attaque sur l'Impact de Montréal. Après, à la 21e minute de jeu, on a encore une même situation qui aurait pu se solder avec un but, mais qui n'a pas pu. Heureusement pour nous. Mais ça prouve que
des fois, quand on joue contre des équipes qui pressent super haut, comme Red Bull, on a de la misère de commencer nos, euh, nos, euh, nos séquences de possession par en arrière. Puis mon troisième point, en fait, c'est que on est chanceux, mais on n'est pas chanceux. Je sais, c'est cliché de dire ça, mais il y a beaucoup d'occasions ratées de la part de Red Bull que moi, honnêtement, je sais pas pour vous, mais je crois que ma grand-mère, elle réussirait de marquer ça. Mais après aussi, on a le but de Rouen qui a été refusé à la VAR. Malchanceux. En tout cas, bref, je passe à la deuxième journée, celle du 20. Donc, celle qui s'est passée samedi passé, si je me trompe pas. Ouais. Donc, Philadelphie contre Nashville 3-0. Je peux noter, match de Philadelphie. Un triplé de Daniel Gazdak, qui aussi fait partie de l'équipe All-Star de la MLS que je vais mentionner plus tard. Ensuite, Orlando, New York City FC, ça va être 1-1. Red Bull contre Cincinnati, ça va être 3-1. Revs contre Dallas 1-1. Après Atlanta, Columbus 2-1 pour Atlanta. Kansas, Saint-Louis 1-1. Minnesota, San Jose 2-0. Austin, Charlotte 2-2. Colorado, Salt Lake 3-2. Vancouver, Houston 4-3 Houston. Seattle, LAFC 3-0 pour Seattle. LA Galaxy, Portland 3-2. Et un autre derby, un autre match. C'est malheureux, honnêtement. J'ai pas vraiment le goût d'en parler parce que ça n'a pas été un beau match. Le fameux derby canadien, CF Montréal contre Toronto qui s'est soldé d'un but à 0 contre Toronto. Il y a Richie Laryea qui a marqué à la 38e minute d'une passe de Lorenzo Insigne. Sur une séquence de jeu, on n'est pas trop sûr en fait de la validité. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la séquence pour commencer, le but en fait de Bernardeschi, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il était hors jeu. Moi, personnellement, on peut pas blâmer les arbitres dans des situations comme ça parce que ça arrive à tout le monde. Je vais le répéter multiples fois, puis je l'ai répété déjà. C'est pas une bonne excuse des arbitres. Donc, mes 3 points pour ce match-là. Aucune passion de Montréal dans le derby. Sur les 2 matchs, donc dans la série cette saison, Montréal ils ont perdu sur un score agréé de 6-1. Le dernier match à Toronto, c'était 5-1 contre Toronto, évidemment. Puis on a perdu 1-0, bien sûr. On a eu un super tifo du collectif de l'Impact de Montréal, honnêtement. Je sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. C'était un super tifo avec un supporter avec une espèce d'écharpe et les enseignes de Montréal. Moi, j'ai trouvé ça super. Puis j'ai des échos un peu à l'intérieur du groupe qui disent que ça coûtait vraiment cher à faire et que ça a pris beaucoup de temps à faire. Fait que moi, je me sens un peu mal pour eux parce que vous passez tellement de temps à faire ça, puis en face, il n'y a pas vraiment une belle performance de l'équipe. Juste avant ça, Toronto était sur une série de 1 victoire pour 4 défaites avec 12 buts encaissés pour 4 buts marqués. Puis on perd contre ça. C'est ridicule. Bref, mon troisième puis dernier point, c'est qu'avec cette défaite-là, Toronto prend la place de Montréal dans la course aux séries éliminatoires, puis je trouve ça malheureux. Je trouve ça dommage, je trouve ça... j'ai pas les mots, en fait. Je suis frustré. Non, je te comprends. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière quand on parlait en gros du CF Montréal. C'est répétitif, les prestations comme ça du CF Montréal. Puis, on dirait qu'à chaque semaine, on ramène les mêmes points. Que ce soit qu'ils ont mal commencé ou qu'ils ont mal terminé. Que ce soit que, autant à l'avantage d'un joueur, on n'est pas capable de prendre parti de ça pour aller chercher un but. Ben, c'est parce que je vais ramener ce point-là parce que j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça s'est encore produit. Comme par hasard, 81e minute lors du penalty que Joseph Martinez convertit. Au final, qu'est-ce qui se passe? Penalty et carton rouge, donc l'arbitre donne une double peine aux défenseurs des Red Bulls de New York. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Normalement, avec le temps additionnel, on passe près de 20 minutes à 11 contre 10. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable d'aller chercher les 3 points. Et qu'au final, justement, encore, on finit avec un match nul. Et après, on offre une contre-performance contre le Toronto FC, alors que les joueurs étaient bien au courant du fait que le Toronto FC
vient pour engranger des points et que on a une revanche à prendre contre Toronto avec une défaite bouillante de 5-1, comme a mentionné Nicolas, et qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à concrétiser ne serait-ce qu'une seule occasion. Alors que si on regarde dans le match, par exemple, contre les Red Bulls de New York, on arrive encore une fois à une possession stérile de 64% contre 36, pratiquement le double des passes, 649 contre 380. Les Red Bulls de New York ont fait que 380 passes dans le match. On a le double, 649. Et au final, on va me dire que avec les pratiquement 20 dernières minutes à 11 contre 10, on n'est pas capable de... On va parler du but de refuser à Juan, pas de problème, ok? Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'action en 11 contre 10, on va me dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, Puis là, le problème, c'est on va arriver en fin de saison sous peu. Et là, avec le mois d'août, croyez-moi que le mois d'août sera déterminant pour le CF Montréal. Parce que le problème, c'est qu'on connaît le CF Montréal dans les dernières années. Et le mois d'août, en général, n'est pas facile pour le CF Montréal. Attention. Voilà. Non, je suis d'accord avec les points que tu amènes. Puis, tu sais, moi, je vais closer ça en disant, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ces problèmes-là, malheureusement. Je pense que c'est pas prêt d'être réglé. Puis c'est un peu dommage. Les gars, avant de vous laisser enchaîner, j'aimerais ça parler d'un événement qui s'est produit dans le match là, de l'Union de Philadelphie là, contre la Nouvelle-Angleterre le 17 juillet dernier. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais. Mais Kevin Sullivan, 14 ans et 293 jours, a effectué une première présence dans la MLS à la 85e minute. C'est quand même tout un exploit, là, 14 ans et sauter sur un terrain de la MLS. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. En passant, ils viennent dépasser, il a dépassé le record de Freddy Adu, qui était de 14 ans et 300 jours, si je me trompe pas, 303 jours. Freddy Adu qu'on avait promis maintes et maintes exploits, qui a traversé, qui a fait le tour du monde avec le soccer, qui a passé par Benfica, à un club en Norvège, en la troisième division des États-Unis, honnêtement. Il a fait le tour du monde, on peut pas lui dire, on peut pas lui enlever ça, mais sa carrière n'a pas été aussi belle que ça. Un autre fait aussi que j'aimerais ajouter, vu qu'on parle de l'actualité MLS, Freddy Adu a joué pour les Las Vegas Lights, ce qui m'amène au fait que l'Impact de Montréal, le CF Montréal a prêté 2 joueurs aux Las Vegas Lights, donc Ousmane Djebang et Grayson Doody. Ils vont terminer la saison avec eux là-bas. Puis aussi une autre nouvelle du côté de l'Impact de Montréal. Désolé, je me trompe encore de nom. Aïe, 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 aïe. Bref, donc Mason Toy a été échangé à Portland pour 200 cotes de General Allocated Money. Bruce, c'est quoi tes opinions là-dessus? Ben écoute, Mason Toy, j'ai un peu de misère en fait. J'ai un peu de difficulté avec ce joueur parce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on l'a pas utilisé à pleine capacité à sa pleine capacité parce que pourtant, quand il est en santé, mais je dis en santé, c'est-à-dire à 100%, le garçon, il est fort. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on a l'habitude d'avoir en général des joueurs qui soit se donnent beaucoup, soit ne se donnent pas. Et le problème dans tout ça est que justement, lui, il a passé 4 années à Montréal et il a disputé 64 matchs, il a récolté 13 buts et 2 passes décisives. Ok, mais où est-ce qu'on l'a utilisé? Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs entraîneurs
Ça, je suis d'accord avec le choix de l'entraîneur, mais à un moment donné, quand tu n'utilises pas tes joueurs, tu t'attends à quoi? Ouais, c'est sûr et certain, mais il faut aussi prendre en compte qu'il a été blessé pendant plusieurs termes. Oui, 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 Mais absolument. ouais, c'est dommage pour moi, honnêtement. Moi, quand on l'avait acquéri du Minnesota United, moi j'étais content parce que même dans le temps, on avait besoin d'une présence offensive, une présence dans la surface pour recevoir les passes. Même avec Kyoto, on avait besoin d'une deuxième option, tu sais, mais c'est Ben, dommage qu'il ne s'est pas donné. là, ça va te permettre de voir qui c'est qui l'utilise à 100% et non, parce que là, présentement, tu as des joueurs comme Joseph Martinez et Mathias Coccaro qui doivent être titulaires. Donc là, ça va te permettre de faire une évolution de Laurent Courtois, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il a des comptes à rendre au CF Montréal et à une certaine personne qui s'appelle Gabriel Gervais, qui, le problème, c'est que on va pas dire pour l'instant qu'il est sur la sellette, mais si les résultats continuent à ne pas aller, il pourrait y avoir des licenciements à Montréal, ça, c'est garanti. Ouais, on a la gâchette assez facile avec ces postes-là à Montréal. C'est dommage, mais bon, c'est le sport, c'est le business. Absolument. Donc, bah justement, on va poursuivre sur le football, sur le soccer à l'international. Donc là, il y a quand même, on est en pleine période de mercato estival. Donc c'est super, c'est intéressant parce qu'en plus, on vient de finir les compétitions justement comme on a parlé la semaine dernière. On vient de finir la Copa América, on vient de finir l'Euro. Donc c'est sûr que les clubs vont être beaucoup plus actifs. Et les clubs en internationaux, donc c'est-à-dire en Europe, donc en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, vont être beaucoup plus actifs. Et présentement, il y a pas mal de discussions pour, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui vient de perdre Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid, avec une prime à la signature d'ailleurs. Florentino Pérez est très content de ça d'ailleurs, de l'accueillir. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain doit se renforcer parce que oui, c'est bien beau de persévérer en France et de tout gagner, mais il faut que tu continues à être dans les meilleurs en Europe. Et pour ça, tu as besoin de tes meilleurs joueurs. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des discussions pour attirer certains joueurs. Je ne sais pas si présentement tu es un petit peu au courant, mais présentement, il y a des grosses discussions avec, par exemple, Victor Osimhen qui est ciblé de Naples euh, pour un départ de Naples vers le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a également euh, Joshua Kimmich qui est ciblé pour remplacer éventuellement Manuel Ugarte qui quitterait le Paris Saint-Germain vers Manchester United. Manchester United essaye de l'enrôler depuis plusieurs jours maintenant, mais présentement, ils n'arrivent pas à s'entendre avec le Paris Saint-Germain, mais aussi le Paris Saint-Germain, présentement, essaye d'attirer de peine et de misère un joueur comme Jadon Sancho, qui est à Manchester United. Donc attention pour l'Angleterre si Paris arrive à attirer Jadon Sancho à Paris. Donc je te laisse un petit peu parler de Arsenal présentement. Ouais, donc Arsenal, il y a beaucoup de pistes, mais les pistes les plus concrètes, c'est vraiment le défenseur de Bologne, Riccardo Calafiori, qui semble être à destination d'Arsenal. Le journaliste italien Fabrizio Romano, qui est habitué d'avoir les scoops et d'avoir les bonnes nouvelles, même si quelquefois il s'est trompé, mais bref, il y a un très bon, comment dire, il y a un très bon compte par rapport à ça. Ça serait pour à peu près 50 à 60 millions d'euros si je me trompe pas. On peut comparer évidemment au transfert de Lenny Yoro de Lille jusqu'à Manchester United qui a coûté plus de 62 millions d'euros, je crois, si je me trompe pas. Je l'avais mis dans mes Yes, exactement. 62 millions d'euros, honnêtement.
peut-être une petite aparté, moi je trouve que c'est un peu beaucoup pour un défenseur qui n'est pas vraiment prouvé en Europe. Il a été prouvé un petit peu en Ligue 1. Peut-être que Bruce, tu peux en parler mieux que moi parce que je crois que tu suis plus la Ligue 1 que moi. Je sais Oui, qu'il jouait pour Lille, mais sauf que effectivement. il avait eu un bon début de saison. Il startait quelques matchs, mais je pense pas qu'il était titulaire indiscutable dans ce cas-là. Mais bref, 62 millions, c'est beaucoup, puis ça affecte le marché des transferts. Donc, selon moi, en fait, c'est même pas 50 à 60 millions, c'est 40 millions plus 5 millions ajoutés, donc 45 millions Le bonus, ouais. pour, pour Ricardo Calafiori. C'est très bien, c'est très très bien. Effectivement, ben justement, on l'a vu durant l'Euro, ça a été une belle surprise. C'est probablement un des seuls Italiens avec Gianluigi Donnarumma qui a été bon durant cet Euro. Et non, effectivement, donc ce qui se passe, c'est que là, Calafiori quitterait Naples. Euh, Osimhen, lui, veut quitter Naples pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais présentement, De Laurentiis est très, mais très persévérant pour l'offre. Et pour lui, c'est la clause libératoire ou rien, alors que le Paris Saint-Germain et Osimhen, justement, sont d'accord. Les négociations se poursuivent présentement avec Naples. Également, ce dont j'avais parlé la semaine dernière concernant Xavi Simons, présentement, il y a le Bayern dessus, mais il y a aussi également le RB Leipzig avec qui il était en prêt en provenance du Paris Saint-Germain l'an dernier. Ils reviennent encore dans la course pour soit un prêt une fois de plus ou bien une vente concrète. Donc ça, c'est un dossier qui va se conclure normalement dans les prochains jours. Soit le Bayern, soit le Paris Saint-Germain encore, ou bien euh, un retour à Paris, ou bien un retour à Leipzig, encore un prêt. Mais par contre, le Paris Saint-Germain, normalement, devrait officialiser sous peu. Joao Neves, du Benfica Lisbonne, c'est un très très bon milieu de terrain, une jeune pépite portugaise qui a disputé d'ailleurs un Euro extraordinaire, qui a été très très sollicité par le sélectionneur portugais. Et le Paris Saint-Germain comment dire, le Paris Saint-Germain discute présentement juste pour terminer ce transfert et pour que le transfert se conclue. Donc présentement, les prochains jours vont être très déterminants pour ce dossier. Et également, il y a une offre de 60 millions d'euros qui a été déposée par le Paris Saint-Germain pour le joueur de Rennes, Désiré Doué, dont le Bayern Munich aurait également formulé une offre. Donc là, présentement, c'est une course entre les deux clubs. Ça va se jouer très, très durement entre les deux clubs. Ça, c'est clair et net. Très d'accord avec ça, très d'accord avec ça. À toi maintenant, Nicolas, pour un petit peu en général l'Europe ou quoi, l'Italie, tout ça. Euh, Moi, pour être honnête, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à ça. Par contre, je sais pas si vous avez suivi un petit peu la saga avec Kevin De Bruyne. Le Yeah. milieu de Manchester City, en fait, il avait été courtisé par une équipe en Arabie Saoudite. Mais ça s'est passé le 21. Euh, il a mentionné en fait que c'était faux. Ça s'est jamais arrivé. Il va pas partir en Arabie Saoudite. Puis ce club-là, juste trouver le nom du club qui essayait de prendre Kevin De Bruyne. Donc c'est Al Ittihad, le club de Karim Benzema. Maintenant, Al Ittihad essaie de se concentrer sur le joueur d'Aston Villa, Moussa Diaby. Surtout que, euh, justement, pour revenir à ça, excuse-moi, euh, le coach de Manchester City a été clair et net. Je cite ses paroles et tu vas me dire ce que tu en penses après. Il a dit Kevin ne part pas. Si ça, c'est pas un entraîneur
sérieux, qu'est-ce que c'est? Ah, ben c'est Pep, hein. On peut pas attendre rien de moins de lui, honnêtement. Un des grands personnages de ce soccer moderne, autant tactiquement que juste en termes de personnalité. Il a fait le tour de l'Europe, que ce soit en Allemagne, en Espagne, maintenant en Angleterre. Domination n'importe où, ce qui est allé. Fait que c'est Ouais. normal. Il y en a vu beaucoup. Il y en a vu beaucoup des très bons joueurs. Puis moi, je pense que avec un joueur du talent de Kevin De Bruyne, même à son âge un peu avancé, moi, honnêtement, je pense pas que on... Je dirais non à ça, en tout cas. Non, c'est sûr. Comme je dis, il a clarifié l'avenir de Kevin De Bruyne et il a éteint toutes les rumeurs, en fait. C'est ce qu'il voulait, il l'a fait et maintenant c'est terminé puisque justement il y a une info qui est sortie tout à l'heure que le Manchester City envisage de prolonger Kevin De Bruyne. Donc là, ce qui est venu chercher cette rumeur-là, c'est qu'il ferme la porte de un et de 2, c'est la prolongation pour lui. Ouais. C'est le continuement de mon cauchemar en tant que fan d'Arsenal. Mais bref. Les Ouais. gars, c'est ce qui va conclure notre segment de 18h30 à 19h, coup franc, où on parle de l'actualité dans la MLS et également à l'international. On va donc se laisser ainsi, mesdames, messieurs, et on va sauter avec le segment LCF. Les gars, excellent travail et on se dit à la semaine prochaine. Et on accueille maintenant, mesdames, messieurs, la voix mielleuse de l'échec avant pour le segment Premier les buts. Le segment LCF. Cédric Paquette. Cédric, comment vas-tu? Ça va bien, Marco, toi? Ça va bien, ça va bien. Cédric, on débute à l'instant avec la semaine numéro 7 dans la LCF, là où les Alouettes avaient congé. Quelques rencontres, là, dont 2 à bas pointage et 2 là, qui ont été quand même assez serrés. Et on va débuter avec le match du vendredi 19 juillet où le Rouge et Noir d'Ottawa affrontait les Elks d'Edmonton. Et là, vraiment du côté d'Edmonton, malgré les changements, on n'a pas su rebondir. Et on s'est incliné 20-14 contre le Rouge et Noir. Et dans la victoire là, du côté d'Ottawa, encore une belle performance de Drew Brown, 22 en 33, 257 verges. Bon, je dis que ça a été une belle performance. Faut faire attention là quand même. Là, il y a 2 interceptions là, pour Drew Brown dans la rencontre. Mais bon, le Rouge et Noir a quand même été capable de se sauver avec la victoire. Du côté des receveurs, Justin Hardy, c'est 5 en 7. Khalil Pimpleton, c'est 5 en 9. Dominique Rhymes, c'est 3 en 5. Sinon, au niveau de la course, Raquel Amstead, 53 verges en 12 courses, 1 touché au sol. Du côté d'Edmonton, McLeod Bethel Thompson, 27 en 39, 206 verges. 1 interception, pas de passe de toucher. Les 2 corps arrière n'ont pas de passe de toucher dans cette rencontre-là. Eugène Lewis, 7 en 12, 74 verges. Pour le reste, là, c'est un peu timide là, au niveau de la réception et des verges acquises. Sinon, au niveau de la course, Kevin Brown, c'est 26 verges en 9 tentatives de course. Ça n'a pas été un grand match là, du côté d'Edmonton, là, malgré les changements au niveau de l'organisation. Là. Non, ça commence à faire dur, là, honnêtement. Je pense que ça devient, à partir de cette défaite-là, là, une saison complètement oubliée. Je pense qu'on peut commencer à donner peut-être un petit peu plus de temps de jeu aux recrues, aller chercher du développement un peu, parce que les séries, il faut faire une croix là-dessus, certainement. On s'en va clairement pas nulle part, fait autant commencer là, peut-être à développer certains joueurs qui sont plus jeunes, qui ont moins de temps de jeu. Ouais, amplement d'accord avec toi, là, puis je pense que ouais, c'est vraiment une saison à oublier là, du côté d'Edmonton. On va y revenir tantôt au classement, là. Mais c'est 146 points marqués contre 172 contre. On est 0-3 à domicile, 0-3 à l'étranger, 0-3 contre des équipes de notre division.
Il n'y a vraiment rien qui fonctionne là, du côté d'Edmonton, qui est bon dernier dans la LCF. Autre rencontre, c'était celle entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Rough Riders de la Saskatchewan. Et j'ai envie de dire que sans surprise, les Rough Riders ont sorti gagnant de ce match. Ça a été une belle performance du carrière Shea Patterson. 17 en 25, 261 verges, une passe de toucher. AJ Ouellette par la course, 17 courses, 88 verges. Ça a été bon pour lui. Sinon, même le carrière, le Patterson, 4 courses, 35 verges. Au niveau des réceptions, les receveurs, ça a été correct. 4 en 5 pour Adju, 110 verges. Kian Schiffer-Baker, c'est 4 en 8 pour 60 verges. Donc, du côté des Rough Riders, ça a été bon. Du côté des Blue Bombers, Zach Collaros, 20 en 31, 266 verges, 1 interception. Encore un carrière, sans passe de toucher dans la semaine numéro 7. Brady Oliveira, c'est 49 verges en 9 tentatives de course. Oliveira, encore une fois, le 9 en 9, 80 verges au niveau de la réception. Sinon, pour le reste, là, c'est assez tranquille. Au niveau des chiffres, là, Nick Demski, c'est 3 en 6 pour 56 verges. Donc, défaite des Blue Bombers. Là, une autre défaite des Blue Bombers. On est maintenant à 2 et 5. 4e dans l'Ouest. Donc, on reprend là où on l'avait laissé en début de saison pour Winnipeg. Après là, avoir disputé un bon match là, contre Calgary la semaine d'avant où on avait gagné 41 à 37 aux mains des Stampeders. On avait 2 victoires de suite du côté de Winnipeg, dont une contre le Rouge et Noir d'Ottawa, 25 à 16 dans la semaine numéro 5. Autre rencontre durant la semaine 7, Hamilton contre les Argos. Là où j'aurais été certain de voir les Argos l'emporter, eh bien non. Hamilton qui a été chercher sa première victoire de la saison, finalement. Ça a été une belle performance des Tiger Cats. Le carrière Bo Levi Mitchell, encore une fois, a été bon, 20 en 29, 270 verges, une passe de toucher, une interception. James Butler, c'est 50 verges en 11 courses. Sinon, Tim White, 5 en 6, 66 verges. C'est pas des grosses récoltes, encore une fois, au niveau de la réception du côté des Tiger Cats. As-tu été surpris de voir Hamilton remporter ce match-là? À 100%, je pensais pas que c'était contre Toronto là, qu'elle allait être capable d'aller chercher leur première victoire. C'est un match serré. Ils ont bien joué, puis c'est sûr que c'est surprenant, mais on peut pas non plus penser là, qu'il y a nécessairement une équipe qui va finir avec 0 victoire dans la saison. Faut que ça se produise à un moment donné, faut qu'elle aille chercher une victoire. Ça arrive contre Toronto, là, c'est dommage pour Toronto, mais c'est une belle victoire pour Hamilton, qui ont peut-être pas nécessairement le temps de revirer la saison de côté, mais au moins ça fait du bien là, après 5 défaites pour commencer la saison. Oui, effectivement. Puis si on regarde les statistiques au niveau des Argos, Cameron Dukes, qui n'a pas mal fait, 20 en 27, 180 verges, aucune passe de toucher, aucune interception. Sinon, Kadeem Carey, c'est 66 verges en 11 courses. Au niveau des receveurs, Damonte Coxey, c'est 5 en 7, 87 verges. Et là, pour le reste, si on descend, encore une fois, là, c'est des petites récoltes, là, 44 verges, 41. Donc, j'ai envie de dire là, que malgré une poussée de 14 points au 4e quart pour les Argos, on a été capable de maintenir le fort. Si on regarde après 3 quarts, c'était 27 à 10 pour les Tiger Cats. Donc, on a peut-être eu chaud à la fin, mais on a été capable de conserver là, tout de même notre avance pour remporter une première victoire. Cette saison pour Hamilton, toujours dernier dans l'Est, dans le classement de la LCF. Autre rencontre, c'était la dernière de la semaine 7. Et là, on avait le droit à un chaud affrontement où je me suis trompé, moi, au niveau de ma prédiction. Je me rappelle pas, toi, ce que tu avais donné comme prédiction. Mais les Stampeders de Calgary, qui, j'ai envie de dire, ont causé la surprise face aux Lions de la Colombie-Britannique. 25 à 24, match assez serré. Vernon Adams Jr., ça a été un bon match, mais un match difficile à la fois. 17 en 31, 192 verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions.
William Stenbach, c'est 64 verges en 9 courses. Sinon, au niveau des receveurs, ça a été timide. On regarde Justin McInnis, 3 en 8, 55 verges, 1 touché. Stanley Berryhill, c'est 3 en 5, 39 verges, 1 touché. Du côté de l'équipe gagnante, Jake Maier, encore une fois, une belle performance. 25 en 32, 307 verges, 3 passes de touché. C'est le corps arrière qui a terminé avec le plus de passes de touché dans la dernière semaine dans la LCF. Dedrick Miles, c'est 48 verges en 14 tentatives de course. Au niveau de la réception, Jalen Philpott, 608, 79 verges, 1 touché. Clark Barnes, 3 en 4, 63 verges, 1 touché. Reggie Bidgelton, c'est 7 en 9, 52 verges, 1 touché. Donc, ça a été une belle performance là, du côté de Jake Maier, qui poursuit un peu là, sur sa lancée là, depuis quelques semaines. Donc, si on conclut la semaine 7 en allant voir le classement qui a changé un peu dans l'Ouest, surtout, Saskatchewan devance BC avec un match en main, 5 victoires, 1 défaite, 10 points. BC deuxième, 5 victoires, 2 revers en 7 parties. Calgary 3-3, fiche donc de 500. Bon, pour le 3e rang dans l'Ouest. Ensuite, Winnipeg à 2-5. Et Edmonton, on a parlé, à 0-6. J'ai envie de dire, finalement, les Lions sont détrônés de la première position. On devait s'attendre à du mouvement dans l'Ouest, surtout en voyant le Saskatchewan et Calgary. As-tu été déçu de la performance de Vernon Adams dans le dernier match? Ben, c'est certain que c'est pas un mauvais match nécessairement, mais on a été habitué depuis le début de la saison. Là, on le dit à chaque semaine, Vernon Adams a des matchs très très souvent au-dessus de 200 verges, au-dessus de 250 verges par la passe, des passes de toucher à tous les matchs. Là, je pense que tu t'as dit il y en avait 2. Quand même pas si mauvais, 192 verges, quelque chose comme ça. C'est pas un mauvais match, mais comme on peut voir, là, c'est que l'offense des Lions est complètement basée sur ses passes. C'est le jeu par la passe, puis s'il produit pas plus que 200 verges, ça devient difficile. C'était un match serré, mais moi, je suis un peu surpris de les voir perdre, évidemment. Là, les Stampeders, c'était pas la meilleure équipe. Mais comme je disais, là, un peu l'inverse de ce que je disais avec Hamilton, ils peuvent pas gagner tous les matchs non plus. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont en perdre quelques-uns. C'était peut-être juste un des matchs comme ça. On espère pour eux que ça va revenir là, avec Vernon Adams, qui va revenir avec des bons matchs par la passe. Oui, assurément, là, c'est un match 50-50 au niveau de la performance, mais je pense que du côté des Lions, on n'est pas inquiet. Puis Vernon Adams Jr. va revenir en force lors de leur prochain match. Du côté de la division S maintenant, bon, les Alouettes qui étaient en congé la semaine dernière sont toujours premiers avec un dossier de 5 victoires, 1 défaite. Ensuite, le Rouge et Noir qui est deuxième à 4-2. Les Argos à 3-3 et Hamilton à 1-5 sont avant-derniers dans le classement de la LCF. On va y revenir là du côté des Alouettes. Il y a eu... on a mis là, des idées claires au niveau des joueurs qui revenaient dans l'effectif. On a eu des mauvaises nouvelles également qui vont peut-être faire mal aux Alouettes à long terme. Il va falloir suivre ça de près. Mais avant de parler des Alouettes, on va se diriger vers la semaine numéro 8 où il y a encore une fois 4 matchs. Et là, on débute le 25 juillet, jeudi, donc demain soir, dès 19h30. Les Alouettes qui vont recevoir justement les Rough Riders de la Saskatchewan qui ont battu Winnipeg lors de la semaine numéro 7. Et là, on devrait avoir un affrontement là, entre les deux équipes. Bon, sans Cody Fajardo qui a été placé sur la liste des blessés pour au moins 6 rencontres. On devrait s'attendre à voir Caleb Evans être le corps partant de ce match. J'ai envie de te demander, est-ce que ça te fait peur de voir Caleb Evans être le corps partant des Alouettes pour le match de demain, ou tu te dis, laissons la chance aux coureurs? C'est sûr qu'il faut y laisser la chance. La semaine dernière, il a été lancé dans le milieu du match quand Fajardo... pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, excuse-moi.
Il a été lancé dans le match, là, il n'a pas pu pratiquer comme corps partant. On sait que la pratique au football, c'est très axé sur le corps arrière. Ça donne qu'un corps arrière qui se blesse dans un match, le deuxième est pas nécessairement prêt à jouer. C'est pas la première fois qu'il joue pour les Alouettes. Là, il était là la saison dernière. Moi, je l'ai vu jouer en pré-saison. C'est pas un mauvais corps arrière. Ça va prendre un temps d'adaptation. Là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Keon Julian Grant aussi est blessé. Ça fait un receveur de passe de moins. Caleb Evans qui a un bon bras, qui est capable de lancer des bonnes passes. Avec un receveur de moins, ça va être moins facile. C'est certain que ça fait peur quand on perd Fajardo, qui était possiblement un des... Ben, pas possiblement, selon moi, clairement un des 3 meilleurs corps arrière de la Ligue là, depuis le début de la saison. C'est certain qu'il faut laisser la chance, mais là, on joue contre les Rough Riders, premier dans l'Ouest. Je m'attends pas nécessairement à une victoire des Alouettes. Mais je pense que ça va peut-être être un petit peu plus serré que les gens pensent. Je pense pas que Caleb Evans est si mauvais que ça. Là. Je sais qu'il y en a qui vont avoir peur de ça. Je pense pas que c'est la pire chose au monde que ce soit lui le carrière, mais certainement ça sera pas au niveau de Fajardo. Et là, si on parle des blessures, bon, Cody Fajardo, c'est l'ischio-jambier. Donc, va rater là environ 6 matchs. Du côté de Julian Grant, c'est au niveau de l'épaule. On a confirmé là, que Marc-Antoine Dequoy allait être de retour là, au jeu pour le prochain match. Donc, malgré les mauvaises nouvelles, on peut se consoler avec une bonne nouvelle. Mais bon, c'est sûr que là, ça va être de voir quelle sera la performance de Caleb Evans et le temps d'adaptation qu'il aura de besoin au courant du prochain match. Donc, si on poursuit, on va avoir... Bon, avant, il faut y aller de notre prédiction. Montréal-Saskatchewan, sans Cody Fajardo. Est-ce que tu crois que les Alouettes peuvent l'emporter? Moi, je pense que ça va être une deuxième défaite de suite. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps à Caleb Evans à trouver ses repères. C'est certain là, que le retour de Marc-Antoine Dequoy va faire du bien. Les 2 derniers matchs des Alouettes, je pense où il a manqué seulement le dernier, là, mais il avait accordé quand même 37 points face aux Argonauts sans Dequoy. C'est sûr que c'est une addition là, qui va faire du bien à la défensive des Alouettes. Ils vont peut-être être capables d'accorder moins de points, mais le problème, ça va être niveau offensif avec Caleb Evans qui prend la place de Fajardo et Julian Grant qui est blessé. Je m'attends pas à voir Montréal remporter ce match-là. Je pense que ça va prendre au moins ce match-là là, pour permettre aux Alouettes de retrouver la voie de la victoire. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis je pense que, tu sais, on regarde les Rough Riders depuis le début de la saison, et ils sont quand même très très bons avec un Trevor Harris en confiance. Tu l'as dit, Caleb Evans va avoir besoin d'une adaptation. Julian Grant qui est absent. Oui, au niveau de la défensive, de quoi est de retour, donc assurément, ça va aider au niveau de la défensive. Mais là, le problème va être offensivement. Je pense qu'on a un corps avec un certain manque d'expérience. Donc, c'est là où ça peut venir faire mal aux Alouettes. Je vais me ranger également du côté des Rough Riders, mais je ne serais pas surpris de voir une surprise et de voir les Alouettes l'emporter. Mais je pense que logiquement, n'importe quel analyste sportif mettrait les Rough Riders en avant. Donc, on va faire la même chose. Autre rencontre, bon, le Rouge et Noir d'Ottawa qui va affronter les Stampeders de Calgary. Et ça va être un bon match. Là. Duel entre Jake Maier et Drew Brown. Te donner une idée? C'est 1559 verges pour Jake Maier et 1556 verges pour Drew Brown. On est très très proche du côté des deux corps arrière. Stampeders, dossier de 3-3. Rouge et Noir, dossier de 4-2. À quoi on peut s'attendre de cette rencontre-là? Ça va être un match serré. C'est certain, ces deux équipes qui sont à une place similaire au classement. C'est des équipes, comme tu viens de dire, les corps arrière qui ont des statistiques très semblables. Ils jouent un jeu semblable. Je pense que ça va être très serré. Personnellement, je vais me ranger du côté de Calgary, qui sont sur une bonne lancée. La semaine dernière, une très belle performance de Jake Maier. Drew Brown, un petit peu moins brillant dans le match de la semaine dernière là, contre Edmonton, qui est une équipe bien moins forte que les Lions là, de la Colombie-Britannique. Donc, je pense que Calgary a le momentum plus que Ottawa, qui ont gagné seulement par 6 points là, face à la dernière équipe dans la Ligue. Je pense que Calgary est capable d'amener ça dans le match de cette semaine et de passer par-dessus Ottawa.
suis d'accord avec toi. Je pense que moi aussi, là, du côté du duel entre les Stampeders et le Rouge et Noir, oui, Drew Brown connaît une bonne saison depuis le début, mais je pense que Jake Maier est en confiance. Je pense que les Stampeders jouent du gros football depuis quelques matchs. On l'a prouvé là, dans le dernier, justement, où on a été capable de battre les Lions de la Colombie-Britannique. Donc, je me range également du côté des Stampeders. Une rencontre où il ne devrait pas y avoir de surprise, mais attention, ils l'ont quand même échappé contre Hamilton. C'est les Argonauts de Toronto de Cameron Dukes qui vont affronter Zach Collaros et les Blue Bombers de Winnipeg. Est-ce qu'on va l'échapper au niveau du côté des Argos ou les Argos vont l'emporter? Ben, j'ai une question là, à laquelle je pense pas qu'on ait la réponse présentement. Chad Kelly, qui est supposé être le carrière partant, le numéro 1 à Toronto, qui a été suspendu pour la moitié de la saison. Est-ce que sa suspension est terminée? C'est la question que j'ai présentement. Là, je suis vraiment pas certain. J'avais vu au début de la saison que c'était pour la moitié. Il me semble que la semaine 8 ferait du sens pour un retour, à moins que les Argonauts aient eu une semaine de congé. Je peux te dire ça. Est-ce que les Argos ont une semaine de congé? Ils étaient là dans la semaine 1. Ils ont une semaine de congé lors de la semaine 2. OK. Donc, oui, ils ont une semaine de congé. Donc, techniquement, ce serait sa dernière partie de suspension. De suspension. OK, parfait. Parce que j'aurais dit, c'est sûr que Chad Kelly, c'est un bon corps arrière, mais c'est toujours un temps d'adaptation quand il y a un corps arrière qui revient. Mais là, si c'est Cameron Dukes qui est pour être là cette semaine, je pense que les Argonauts sont capables de continuer sur cette lancée-là. Collaros, lui, qui a de la difficulté de son côté, il y a toujours des chances que lui aussi ait un bounce back, là, si tu me permets l'anglicisme. C'est pas son genre d'avoir des matchs plus difficiles. C'est un bon corps arrière aussi. Winnipeg, qui ont un drôle de début de saison. C'est pas leur caractère, c'est pas l'équipe de Winnipeg qu'on connaît des dernières saisons, mais je pense que Toronto devrait être capable d'aller chercher encore un match la semaine prochaine contre Winnipeg. Mais là, tu parlais de Chad Kelly, on parle de Cameron Dukes. Lorsque Kelly sera en mesure de revenir, les Argos vont avoir un choix à faire. Parce que je veux dire, Cameron Dukes n'a pas été dégueu là, depuis le début de la saison. Là. On a permis aux Argos d'aller chercher des victoires. Oui, on est 3e présentement dans l'Est, mais on le sait, le classement bouge à toutes les semaines. On n'est pas dans le rouge présentement, mais les statistiques de Cameron Dukes sont assez intéressantes quand même, là, si on regarde depuis le début de la saison. Donc, ma question est la suivante. La seconde où on sait que Chad Kelly est disponible, est-ce que tu t'attends à revoir Kelly en poste ou peut-être qu'on va laisser Dukes? Si on prend pour acquis là, que Chad Kelly serait apte à revenir pour la semaine 9, je pense que cette décision-là repose presque entièrement sur le match de cette semaine. Présentement, Toronto est à un record d'exactement 500. Donc, si on perd le prochain match, Cameron Dukes aura bien fait, mais l'équipe sera quand même en dessous de la barre des 500 au niveau du pourcentage de points. Ça va dépendre de sa performance personnelle aussi, évidemment, là, cette semaine. S'il y a un mauvais match, s'il y a un fort match. Si Toronto sont capables de l'emporter et que Ottawa perd face à Calgary, comme on l'a prédit tous les deux, Toronto passerait au 2e rang. Ça donne un très bon argument à Cameron Dukes de rester. Il a été capable d'amener Toronto au 2e rang dans l'Est, seulement derrière les champions en titre de la Coupe Grey. Je pense vraiment que ça dépend entièrement de cette semaine pour cette décision-là. C'est certain que Chad Kelly, c'est un vétéran, c'est un bon corps arrière, il les a déjà amenés quand même assez loin. Pour moi, ça dépend entièrement. On va le savoir après le match de samedi, selon moi. On va avoir une idée plus claire de ce qui va se passer pour la semaine numéro 9. Entièrement d'accord avec toi. Puis un point qui est important que tu as mentionné, puis c'est souvent dans ces moments-là qu'on prend ça en considération. Ça va dépendre de la performance de Cameron Dukes. C'est sûr que s'il est bon et que les Argos perdent, il va falloir prendre une balance et regarder les pour et les contre. Si les Argos gagnent, je pense que sans aucun doute, Cameron Dukes va être de retour. Mais si on perd et qu'il l'a échappé, Chad Kelly sera de retour là, assurément. Donc, le sort de Cameron Dukes est entre les mains de Cameron Dukes. Absolument. Si je peux rajouter là, un point, c'est à se demander, présentement les Argonauts sont très
deux très bons carrières de niveau partant, c'est à se demander si justement, quand Chad Kelly revient, est-ce qu'on n'essaye pas d'en échanger un? Essayer d'aller chercher des joueurs qu'on aurait besoin. C'est sûr que des échanges dans la LCF, on en voit moins souvent. Ça arrive rarement, mais c'est pas impossible. Quand tu as deux joueurs d'un calibre comme ça, puis que tu n'as pas nécessairement le besoin pour les deux, je pense que c'est pas impossible de voir ça. Là. Mais là, tantôt, t'as parlé de la suspension de Chad Kelly. Chad Kelly, Ouais. la suspension, c'est la moitié de la saison? C'est ce que j'avais vu au début de la saison, si ça n'a pas changé. Parce que si c'est la moitié de c'était la pas, saison, si c'est la moitié de la saison, ça va à la semaine 10 ou même à la semaine 11 parce qu'il y a 21 semaines. Ah oui, il y a 21. Je pensais vraiment. Ah ben oui, 21 Moi, je semaines, pensais que d'accord. c'était comme la NFL, mais non. Je pensais que c'était 17, moi aussi, je me basais là-dessus. Il me semblait qu'ils jouaient. Ben, probablement que les équipes ont plus qu'une semaine de congé, là, c'est ça qui arrive. Probablement. Donc, ça veut Parce que dire la que semaine, Chad là, Kelly- j'y vais vite, la semaine 18, la semaine 20, il y a juste 3 matchs sur chacune des 2 semaines. Même ouais. la semaine 15 semble juste avoir 3 matchs. Fait que je pense que les équipes ont peut-être quelque chose comme 3 ou 4 semaines de congé. Ah, peut-être. Donc, ça sera Ça à serait à suivre, voir. là, au niveau là, du retour de Chad Kelly pour les Argonauts de Toronto, mais la situation n'est pas alarmante. On a quand même Cameron Dukes qui fait du bon travail. Les Elks d'Edmonton qui vont affronter les Argonauts, pas les Argonauts, mon Dieu, les Elks d'Edmonton vont affronter les Tiger Cats d'Hamilton. Et là, je pense que ça, c'est pas le rendez-vous le plus fou du week-end. Non, absolument pas. Ça va être probablement le match le moins entertaining, là. Ces deux équipes de bas de classement. Cela étant dit, c'est peut-être le moment là, pour Edmonton d'aller chercher leur première victoire. Ils affrontent l'autre bon dernier dans la division Est. Ce qui est quand Je même pense intéressant, que- ce qui est quand même intéressant, c'est que les deux corps arrière ont des bons débuts de saison. Absolument. Bolívar Mitchell a 1941 verges. Son vis-à-vis, McLeod Bethel Thompson, c'est 1703 verges. On peut se le dire, là, c'est pas les corps arrière le problème dans ces deux équipes-là. Là. Absolument pas. C'est ça qui va être intéressant aussi de voir. Je pense que c'est plus la défensive qui est un problème des deux côtés. Donc là, c'est à voir si on va avoir le droit à un festival offensif avec deux très bons corps arrière et des défensives un peu chancelantes. Je vais prendre le risque. Je vais dire qu'Edmonton va remporter ce match-là. Faut bien qu'il en gagne un à un certain moment donné dans la saison. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur match pour aller chercher cette victoire-là contre Hamilton, là, présentement. Je regarde les derniers matchs d'Edmonton. Bon, le dernier, on l'a échappé contre le Rouge et Noir, ça n'a pas été bon. Mais encore une fois, si on enlève le dernier match, c'est des gros matchs disputés où on a perdu par 3 points. Du côté d'Hamilton, on est capable de mettre des points au tableau. Je m'attends à un match serré à bas pointage. Malgré que les carrières... En fait, ça peut être autant un festival offensif qu'un match serré. Parce que on a deux corps arrière en pleine possession de leurs moyens, puis on sait que la défensive de chaque côté fait pas le travail. Donc, autant ça peut être serré à bas pointage, qu'autant ça peut être serré à haut pointage entre les deux équipes. Je crois, honnêtement, que Bolívar Mitchell et Hamilton vont l'emporter parce que rien ne va du côté d'Edmonton. Puis, je pense pas que on va être capable de causer, là, je dirais pas la surprise parce qu'on affronte Hamilton, mais je pense pas qu'on va être capable, même si c'est contre Hamilton, d'aller chercher une première victoire cette saison. Je pense que c'est vraiment la débandade du côté des Elks. Donc, de mon côté, là, j'y vais avec Hamilton. La question qu'il faut que je te pose, je veux revenir là, du côté des Alouettes avant de terminer. Si ça se passe pas bien du côté de Caleb Evans, on l'a dit, on a un autre carrière qu'on peut essayer, qu'on peut prendre un guess. Mais est-ce que Danny Machocha pourrait être tenté d'aller chercher de la relève? Je pense pas que c'est impossible, mais je pense qu'ils vont vraiment laisser la chance à Caleb Evans pendant plus qu'un match. Je serais pas surpris qu'on lui donne au moins 3 matchs. Là. Je pense pas que ça va être la panique. Je pense que les Alouettes ont été assez chanceux de gagner leurs 5 premiers matchs. Ça leur permet un bon coussin pour laisser une chance à Caleb Evans là, présentement.
Caleb Evans qui est quand même un jeune corps arrière. Je pense qu'on peut lui laisser le temps d'essayer de s'habituer au système de jeu. Je pense que ça pourrait faire partie du futur des Alouettes un peu si jamais on n'est pas capable de garder Fajardo au long terme. C'est certain là, que si sur disons qu'on lui laisse même 5 matchs puis que les Alouettes sont pas capables d'aller chercher une victoire puis qu'on voit vraiment que ça repose beaucoup sur les épaules de Caleb Evans qui est pas capable de compléter ses passes, pas beaucoup de verges, pas beaucoup de passes de toucher, pas beaucoup de conversions de premiers essais, des choses comme ça. Je pense que il va falloir qu'on fasse un move quelconque parce que les Alouettes sont pas du tout dans une place présentement où ils peuvent se permettre de glisser en dehors des séries sur une suite de 6 matchs en perdant Cody Fajardo. Il va falloir qu'il bouge si jamais ça dégringole comme ça. Cela étant dit, je pense pas nécessairement que c'est ça qui va arriver. Je pense que Caleb Evans, c'est quand même pas un mauvais joueur. Il devrait être capable de s'adapter. Je suis d'accord avec toi. Ça va être à surveiller. Il va falloir voir là, comment Danny Machocha va jongler là, avec la situation. Et le coach Moss également. Je pense qu'on a du bon personnel là, au niveau de l'organisation des Alouettes. Donc je pense que l'équipe est entre de bonnes mains là, dans cette situation-là, qui, c'est clair, n'est pas favorable là, pour les Alouettes avec la perte de Cody Fajardo, qui depuis le début de la saison, c'était 141 passes complétées en 182 tentatives. Le meilleur pourcentage d'efficacité dans la NFL à 77,5% pour 1636 verges. Rapidement, le meilleur corps arrière présentement au niveau des verges, c'est toujours Vernon Adams Jr., 159 en 242, 65,7% d'efficacité avec 2395 verges complétées, ce qui est assez impressionnant. Le seul corps arrière de la LCF avec plus de 2000 verges. Le plus proche, c'est Bo Levi Mitchell avec 1941 verges complétées. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut le segment Premier les buts, segment 100% LCF. Et ce soir, nous avons fait encore une fois le résumé de la semaine numéro 7. Nous avons fait un bref tour du classement dans les deux divisions Ouest et Est. Et nous sommes allés de nos prédictions pour la semaine numéro 8 qui débutera demain soir dès 19h30 alors que les Alouettes, privés de Cody Fajardo, affronteront les Rough Riders de la Saskatchewan. En mon nom, Marc-Olivier Paquette, celui de Cédric Paquette et de toute l'équipe de l'Échec Avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast L'Échec Avant. Cédric, merci d'avoir été là encore une fois et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une excellente fin de soirée à tous. Ciao! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise! Goal! Francis! Chase!